Bien. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Je voulais simplement vous signaler qu'à l'issue de la conférence de Madame Cassin, que nous remercions vivement de sa présence aujourd'hui, vous pourrez faire signer un de ses livres dans la halle au-dessus de nous. Voilà. Bonjour. J'espère que je vais être audible parce que j'ai du mal à parler et je crois que je serai mieux au fond de mon lit. Mais je suis très heureuse d'être avec vous. Donc j'ai choisi comme titre « Lire, interpréter, traduire ». Et j'interviens donc dans un cycle qui, lui, a pour titre « De la tablette d'argile à la tablette numérique ». C'est très impressionnant ce titre. C'est véritablement un grand écart. Et cet écart, je ne vais évidemment pas le parcourir, je ne vais même pas le mesurer, mais je vais tenter de l'apprivoiser un peu, parce qu'au fond, ce qui m'intéresse, c'est le rapport entre ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire lire, écrire, traduire des textes grecs, la philologie, et puis ce qui se passe aujourd'hui avec lire, écrire, traduire, et surtout avec traduire. Donc, je vais partir de ce que je pratique le plus souvent, c'est-à-dire la philologie, l'établissement, l'interprétation et la traduction de textes grecs, et en particulier de textes des premiers philosophes, ceux qu'on appelle les présocratiques. Et c'est très passionnant et très dangereux de travailler là-dessus. Cela met en lumière, de manière crue, et je vais vous le montrer, ce qu'on appelle le cercle herméneutique, Herménein interprété. Il faut toujours anticiper le tout, même pour arriver à comprendre les parties. Et pourtant, on ne peut pas comprendre le tout sans avoir compris les parties. Donc, il y a là un cercle vicieux et pas vicieux, divin, disait Nietzsche, entre un horizon d'attente et un remplissement qui fait bouger l'horizon. Autrement dit, on n'arrête pas de jouer sur l'espace, le tout et la partie, et sur le temps, l'avant et l'après. Et l'absent et le pas encore, si vous voulez, et le déjà là. Alors, ma première remarque, c'est que ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il en va toujours ainsi avec la langue. Quand on apprend une langue, quand votre enfant apprend à parler, il n'arrête pas d'anticiper et, au fond, c'est un herméneute génial. Il passe d'un horizon d'attente à un remplissement, et puis ça ne marche pas, et ça change, et c'est autour de ça que se constitue, c'est comme ça que se constitue le langage. Et du coup, eh bien, je vous propose d'avoir en tête cela, et qu'après tout, quand il s'agit aujourd'hui de deep learning, de machines apprenantes, c'est de cela aussi qu'il s'agit, sur le modèle peut-être éhonté de ce qui se passe avec les enfants. Donc c'est autour de ça, si vous voulez, moi, mon horizon d'attente, dans ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui, c'est qu'on réfléchisse ensemble à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, à partir de ce qui se passe avec la philologie la plus bon teint, la vraie philologie, c'est-à-dire celle qu'ont mise en place au XIXe siècle allemand Nietzsche, mais Schleiermacher, mais Humboldt,
Et c'est avec eux que je voudrais que, c'est grâce à eux que je voudrais tenter de faire percevoir ce que c'est que la philologie. Alors, j'espère que je vais savoir, voilà. La première phrase qui me paraît essentielle, c'est que c'est une phrase de Schleiermacher, dans son herméneutique générale, qui est aussi difficile à établir que les textes de Saussure. Hein. Ce sont des cours. Donc, bon, ça vaut ce que ça vaut, et c'est déjà très intéressant qu'il en soit ainsi d'un fragment. Il dit « L'herméneutique repose sur le fait, factum, de la non-compréhension du discours. » Là, je trouve ça extrêmement important. On part de ce qu'on ne comprend pas. C'est de là qu'il faut partir. Et on a intérêt à ne pas comprendre, c'est-à-dire à ne pas croire qu'on comprend quand on ne comprend pas. Et toujours, on croit qu'on comprend. Je voudrais relier ça, si vous voulez, à une pratique qui est la mienne, des glossaires et des dictionnaires. J'ai récemment, avec une association que je préside, qui s'appelle Maison de la Sagesse Traduire, fabriqué sous l'autorité de Daniel Wozny, fabriqué des glossaires de l'administration française. L'idée, c'est que quand quelqu'un arrive, et que quand on l'accueille, eh bien, on croit qu'on se comprend alors qu'on ne se comprend pas. Quand j'ai fait une première exposition à Marseille, au Mucem de Marseille, sur la traduction, sur Après Babel traduire, et en travaillant avec les associations, je me suis aperçue que rien de plus difficile que de remplir les papiers qui demandent nom, prénom, date de naissance. Là, il y a tout un monde de présupposés, des siècles d'administration française qui ne sont évidemment pas les mêmes pour celui qui arrive, par exemple, du Mali. Et bon, je pourrais prendre beaucoup d'exemples et on pourra y revenir si vous voulez, mais l'idée, c'est qu'il faut comprendre qu'on ne se comprend pas quand on ne se comprend pas. Et c'est probablement la chose la plus difficile. Tout rapport à l'autre qui parle, qui écrit, qui lit, tout rapport au texte, c'est un rapport à de l'étranger. C'est bien ça qui est en question dans la traduction, mais pas seulement dans la traduction, c'est ça qui est en question aussi dans ce qui se passe lorsque nous, philologues, nous avons à donner un texte, à établir un texte, à le valider, à le construire. Et c'est cela dont je voudrais vous parler d'abord. Mais j'aurais aimé qu'on ait toujours en tête, outre cette phrase de Schleiermacher, l'herméneutique repose sur le fait de la non-compréhension du discours, l'idée que quand on parle, quand on écrit, quand on lit, il y a un rapport circulaire, et c'est cela le cercle herméneutique, entre, mettons, un auteur et sa langue. Comme dit Schleiermacher, il est son organe et elle est le sien. Autrement dit, on ne cesse d'augmenter, c'est ce que veut dire auteur, OGO, augmenter, on ne cesse d'augmenter la langue que l'on travaille. Et cela me paraît, si vous voulez, un vrai vademecum pour toute la suite. Alors, l'herméneutique repose sur le fait de la non-compréhension, et le cercle herméneutique suppose un rapport vicieux ou divin, comme vous voudrez, entre le tout et les parties, l'avant et l'après. Pour que ça marche, eh bien, la première chose qui est nécessaire, c'est de prendre le temps. Il faut du temps. Et Nietzsche commençait par dire je rampe dans la métrique grecque avec l'acribie d'une limace myope. Eh bien oui, c'est comme ça qu'on travaille quand on est philologue. C'était un très grand philologue. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Je
je vous ai pris 2 citations qui me paraissent intéressantes sur le temps. Je ne sais pas quel sens pourrait avoir la philologie classique à notre époque, si ce n'est celui d'agir de façon inactuelle, c'est-à-dire contre le temps, et par là même sur le temps, en faveur, je l'espère, d'un temps à venir. La philologie est cet art vénérable qui exige avant tout une chose, se tenir à l'écart, prendre du temps, devenir silencieux, devenir lent, ce qu'il appelle la faculté de ruminer, un art d'orfèvrerie et un savoir d'orfèvre appliqué aux mots, un art qui demande un savoir subtil et précautionneux et qui ne réalise rien s'il ne s'applique avec lenteur, lento. Il enseigne à bien lire, c'est-à-dire lentement, avec profondeur, égard et précaution, avec des arrière-pensées, des portes ouvertes, avec des doigts et des yeux délicats. Vous voyez, c'est entre ces deux types de phrases, la phrase sèche et forte, et à mon avis géniale, de Schleiermacher, l'herméneutique repose sur le fait de la non-compréhension du discours, et une phrase comme ça aussi volute, une phrase à volute et une phrase quasi poétique, comme celle de Nietzsche, que se travaille la philologie. Alors, je voudrais maintenant essayer, pour commencer, de voir comment on fabrique un texte, c'est-à-dire comment ça se passe avec un texte quand on est philologue. Je vais prendre le pire des cas, le plus paradigmatique parce que le plus violent, c'est un texte origine, dont on dit qu'il est origine, un cas d'école, Parménide, le premier A, vénérable et redoutable, dit Platon, le premier des philosophes grecs. Alors, permettez-moi de rire tout le temps en contrepoint, c'est-à-dire lira bien qui lira le dernier. C'est une phrase de Gérard Genette dans Palimpseste. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Un texte origine qui est un produit, et un produit de lecture, et de lecture, et encore de lecture. Donc, essayons de comprendre comment ça se passe. J'ai commencé par une phrase de Martin Heidegger dans son introduction à la métaphysique, qui dit à quel point Parménide est sacré, à quel point c'est comme si c'était un dieu, une idole, donc quelque chose de fixe, de ferme, de toujours déjà là, une origine magique, quasi magique. Ces quelques mots sont là. Il parle du poème de Parménide, qui est un poème donc, dont nous avons récupéré, dont nous avons quelques fragments. Ces quelques mots sont là dressés comme des statues grecques archaïques. Ce que nous possédons encore du poème didactique de Parménide tient en un mince cahier qui, bien entendu, réduit à rien les prétentions de bibliothèques entières d'ouvrages philosophiques qui croient à la nécessité de leur existence. Celui qui connaît les dimensions d'un tel dire pensant doit aujourd'hui perdre toute envie d'écrire des livres. C'est ce que écrit Martin Heidegger dans son introduction à la métaphysique. Mais toute la perception que Heidegger a des présocratiques est, disons, analogue à cette phrase. Il s'agit d'être à l'écoute de l'être qui va s'exprimer, qui se dit. Et donc, vous entendez bien, des statues divines. Eh bien, ces statues divines, ces fragments de Parménide, c'est quelque chose de très compliqué. C'est un produit, un résultat d'un tas d'opérations. Et j'ai ici résumé ces opérations. Vous voyez qu'un fragment qui est susceptible de multiples traductions, il provient de multiples sources qui citent chacune à chaque fois, un certain nombre de fois, le fragment. Et chaque citation peut avoir plusieurs manuscrits à chaque fois. Et chaque manuscrit, il est susceptible de plusieurs lectures, corrections ou émendations. Donc, il s'agit,
à partir de multiples entassés, de fabriquer quelque chose dont on croit, dont on peut croire qu'il est origine. Donc, il faut, vous voyez, faire quelque chose de l'ordre de... Alors, je vais faire un jeu de mots parce qu'il est fait par Herman Diels, et j'y arrive dans un instant, quelque chose de l'ordre de la sourcellerie. On va aux sources. Mais c'est sorcier, c'est sourcier d'aller aux sources. Vous allez voir. Voilà, pardonnez-moi, c'est épouvantable, c'est plein de taches, c'est mon exemplaire du Diels-Kranz. Du fragment de Parménide que je vais commenter avec vous. Il a vraiment vécu. Hein. Et vous voyez comment c'est fait? Eh bien, le fragment, c'est dommage, je n'ai pas de petit machin pour montrer, mais vous voyez, c'est les 4 lignes là qui sont... Vous voyez les 4 lignes là? J'ai pas de tchak. Quelquefois, quand on est outillé, on peut vous montrer avec de la lumière. Bon, vous m'excuserez, j'ai pas ça. Mais donc, les quatre lignes là que vous voyez au bas de la première page, ces 4 lignes, c'est le fragment de Parménide. Et tout avant, vous avez les citateurs, ceux qui ont cité ce fragment et qui l'ont cité de manière multiple. Et tout en bas, vous avez ce qu'on appelle... Alors, il y a une traduction faite par Diels en allemand, et tout en bas, vous avez ce qu'on appelle la paracritique. Alors, je vous prie d'excuser, enfin, je voudrais que ceux qui appartiennent à la population des philologues m'excusent parce que je suis très grossière en racontant ça comme ça. Mais c'est pour ceux qui, justement, n'appartiennent pas à la population des philologues que je voudrais parler. Donc, en bas, vous avez les leçons différentes qui se trouvent dans les manuscrits différents, ou dans les auteurs qui citent différemment. Et vous voyez, ces 4 lignes-là qui pourraient être ces statues intouchables, ben voilà comment elles sont produites. C'est véritablement un résultat. Et un résultat au fond, très contestable. Vous voyez, je ne peux pas m'empêcher de faire des jeux de mots là. Pardon? Ah, mais c'est génial. D'accord, et j'appuie là-dessus? Ah, là, d'accord. Je croyais à la machine beaucoup trop. Bon. Voilà comment c'est fabriqué. C'est fabriqué, donc, à la fin du XIXe siècle, par un éditeur qui s'appelle Herman Diels, qui est absolument génial et qui a tout lu, qui a lu tous les textes grecs. Mais ce sont, après tout, comme c'est une langue morte, c'est limité, même si c'est grand. Et il a construit toute une réflexion sur la production des fragments. Alors, il est intervenu à chaque maillon de la chaîne qui permet de construire le fragment. En gras, vous voyez, Fragmente der Vorsokratiker, c'est l'édition des présocratiques que je vous ai montré tout à l'heure. Pour arriver à ces fragments, il a fallu réfléchir à la transmission. Cette transmission, elle est faite dans la Grèce et à travers la latinité par des doxographes. On travaille, enfin, ça fait peu de temps qu'on remet à l'honneur la doxographie. Les doxographes, doxographie, ça veut dire écriture des opinions. Les doxographes sont ceux qui recueillent les textes, les opinions, qui parlent des écoles de l'Antiquité et qui insèrent à l'intérieur de ce qu'ils racontent des fragments, des textes entiers. C'est eux qui transmettent. Essentiellement eux. Il y a aussi
des philosophes qui transmettent. Mais vous voyez, par exemple, quand on parle d'une transmission sceptique, eh bien, c'est par Sextus Empiricus, un médecin grec, un médecin latin, pardon, qui a transmis des textes comme un doxographe. Donc, appelons-les doxographes. Et parmi ces doxographes, pour Parménide, dans cette construction de la Bildung, c'est-à-dire de la culture qui permet d'arriver à la détection des fragments et à leur installation, à leur stabilisation, à leur édition, parmi ces doxographes, un en particulier pour Parménide, qui est Simplicius. Simplicius commente la physique d'Aristote. Et ce commentaire est richissime de fragments, donc en particulier de fragments de Parménide. Donc Diels a fabriqué des doxographies gréquies en réunissant notamment Simplicius, le commentaire à la physique, et il a édité le commentaire de la physique. Après quoi, il a pu éditer Parménide. Parménides ler qu'édite. Il a édité Parménide sur ces bases qu'il avait construites. Et il a édité plus généralement les présocratiques, Poeterum, Philosopherum, Fragmenta. Cette édition sert de base aux Fragmente der Vorsokratiker, dont vous avez vu la page tellement tachée. Et voilà, les Fragmente der Vorsokratiker, les fragments des présocratiques, première édition 1903, deuxième édition revue par Walter Krantz, c'est le Diels-Krantz, DK, 1934. Eh bien, il n'y a rien eu depuis, sauf récemment, en 2016, les débuts de la philosophie des premiers penseurs grecs à Socrate, une espèce de remake, de réflexion sur un peu d'autres bases, c'est un peu subtil, de André Lax et Glenn Most, que j'ai moi-même publié en bilingue chez Fayard. Mais vous voyez, il y a quelque chose là du monument. Et c'est pour ça que ça peut paraître des statues. C'est vraiment monumental. Et pour arriver à un fragment, il faut ce monument. Et ce monument, je voudrais rentrer à l'intérieur un instant des doxographies gréquies, des doxographes grecs, donc ceux qui ont transmis notamment Parménide. Eh bien, vous voyez comment c'est fait, une page des doxographies gréquies de Diels. C'est fait à partir de 2 colonnes qui remettent ensemble, qui rassemblent les points de ressemblance entre Plutarque et Stobé, pseudo-Plutarque à vrai dire, et Stobé, 2 doxographes. Et à partir de ces points de ressemblance, ils disent, Diels dit, cela renvoie à un texte unique. Il y a une source commune. Cette source, c'est Aëtius. Pourquoi est-ce que j'ai mis la citation de Charles Nodier juste au-dessus? Je vous la lis. Quel critique judicieux serait assez crédule pour adopter l'individualité d'un écrivain concis, presque énigmatique, dont l'art est de cacher beaucoup d'idées sous peu de mots, et qui s'appellerait Tacite. Invention de studieux fainéants qui se délaissaient sagement des ennuis de l'office en composant des classiques latins à l'usage de l'ignorante postérité. Bon, Charles Nodier est évidemment un grand ironiste. Mais j'ai mis cela parce que Aëtius, ça veut dire cause, Aetia. Donc, vous voyez, cette accolade indique une cause. Mais on n'a rien d'Aëtius. Il a été nommé une fois, on n'a conservé aucun texte. Et tout cela renvoie à des premières lèvres qui sont Théophraste. Théophraste qui a
repris l'école aristotélicienne après lui, et qui est, dit-on, l'inventeur de la doxographie, c'est-à-dire qu'il a approfondi la manière dont Aristote lui-même faisait l'inventaire des opinions de ceux qui le précédaient pour inventer sa propre doctrine. Eh bien, donc voilà comment ça se construit. Il y a toute cette construction sous un ouvrage apparemment, comment dirais-je, immémorial et statufié. Et cette construction est une construction qui se poursuit évidemment dans le détail du texte même. C'est-à-dire que je voudrais maintenant que nous passions non plus dans la cuisine des éditeurs, de l'éditeur génial qu'est Diels, mais dans la cuisine de ceux qui éditent, dont Diels d'ailleurs, les fragments eux-mêmes, les textes eux-mêmes. Alors, voilà ce qui se passe dans cette arrière-boutique. J'ai appelé ça le trafic de la lettre. Et j'ai choisi un fragment de Parménide qui a été transmis 2 fois, une fois par Sextus Empiricus, justement, qui a transmis, donc c'est un médecin grec, sceptique, du IIe siècle après Jésus-Christ, et que, comme je vous l'ai dit, Diels a édité. Donc, Sextus Empiricus a transmis tout au long le Proème de Parménide, qui est le plus long fragment que nous ayons de Parménide, et qui commence, c'est magnifique, enfin il faut l'avoir lu, il faut l'avoir lu pour en apprécier la beauté. Il commence par la manière dont un jeune homme se présente aux portes du jour et de la nuit, et la déesse lui ouvre, et à ce moment-là, il s'engage sur un chemin, le chemin de l'être. Les juments qui me portent ont guidé aussi loin que mon ardeur peut atteindre, quand leur pied me mena sur la voie qui dit tant, voie de la divinité qui porte le vivant qui sait. Par là j'étais porté, par là me portaient les juments qui tant indiquent, tirant le char, etc. Bon, lisez-le. Dans quelle traduction? Point d'interrogation. Ça, c'était la mienne, elle n'est pas... Bon, c'est moins beau que le grec. Donc, au bout de ce proème qui raconte comme ça la manière dont le jeune homme arrive aux portes du jour et de la nuit et ce que lui dit la déesse, eh bien, au bout de ce proème, voilà ce qu'on a. La déesse termine en disant « Il faut que tu sois instruit de tout et du cœur sans tremblement de la vérité bien persuasive et de ce qui paraît aux mortels ou n'est pas de croyance vraie. Toi, écarte donc ta pensée de cette voie de recherche et qu'une habitude aux nombreuses expériences ne te force pas le long de cette voie à agiter un regard sans but, une ouïe bruyante d'écho et une langue, mais juge par le dire de cette épreuve aux nombreux combats tels que je l'ai énoncé, le cœur à lui seul manque encore la voix. Monos deti tumos hodoyo leipetai. Ça veut dire bien, que le sceptique, alors la voie dans laquelle il ne faut pas s'engager, c'est la voie du non-être, et le sceptique dit que c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'on ne peut pas simplement se fier à ce qu'on pense, au sens, au thumos, c'est-à-dire au cœur, à l'esprit en tant qu'il est lié au corps, mais qu'il faut encore un effort pour arriver à faire de la philosophie, c'est-à-dire à être vraiment sceptique. Donc, vous voyez, il y a là toute une ambiance sceptique dans cette manière de citer. Et puis, voilà que Simplicius, dans son commentaire au ciel d'Aristote, Simplicius, 6e après Jésus-Christ, donc 4 siècles après Sextus Empiricus. Vous voyez comme c'est loin. Et Parménide, c'est le 5e siècle, avant. Donc vous voyez ce laps de temps incroyable. Eh bien, Simplicius, donc,
cite autrement. Et au lieu de faire de cette phrase « monos detumos hodoio leipetai » la fin du premier fragment, du proème, il en fait le début du fragment 8, c'est-à-dire central dans le poème. Et il le cite là, et là, il y a comme une contrepétrie. Il ne dit pas thumos, le cœur, il dit mutos, le récit, le mythe, le récit. Il dit monos de eti mutos hodoio leipetai, et il ajoute os estin, que est. Donc, seul demeure le mot du chemin est, ou seul reste à faire le récit de la route du est. J'en arrive tout de suite aux traductions. Mais je lis d'abord cet ensemble et j'essaye de l'expliquer. Donc, on est à un moment où, au fragment 8, et là l'ordre des fragments est lui-même absolument arbitraire, c'est-à-dire décidé. Décidé, et on n'est pas forcé d'être d'accord. Il y a plusieurs manières d'éditer la chose, plusieurs raisons. Donc, on en est à un moment où le jeune homme, qui s'est engagé sur la voie, la seule possible, du « est », en arrive à être confronté au « n'est pas » et le refuse. Car jamais ceci ne sera dompté, être des non-étants, et une langue qui le dirait, mais juge par le dire de cette épreuve aux nombreux combats, tel que je l'ai énoncé, monos deti, mutos hodoio, leipetai osestin. Seul reste à faire le récit de la route du est. Sur elle, les marques sont très nombreuses, en étant sans naissance et sans trépas, il est entier, seul de sa race, sans tremblement, et non dépourvu de fin. Alors, ce qui est en train d'arriver, c'est que la route que suit le jeune homme, la route du est, aboutit à un quelque chose qui n'est pas tout à fait le verbe seul, c'est le sujet du verbe, to eon, l'étang. Et à partir de là, on peut comprendre ce que peut signifier « seul reste à faire le récit de la route du est ». La route du est, c'est une épopée, vous voyez, mutos, un récit. Et sur ce récit, il y a des étapes. Les étapes, dans le poème de Parménide, sont des étapes à la fois grammaticales et syntaxiques, des étapes de construction de la langue grecque. On passe du « est », tout seul, la route du « est », à l'étang, le sujet du « est », qui va être le sujet de toute la philosophie, de toute la métaphysique. Et c'est ça qui est en train d'arriver. Alors, il y a deux traductions possibles qui se valent, je veux dire, qui ne disent pas la même chose, mais qui sont de très bonnes traductions, parce qu'elles engagent des idées, elles engagent de la pensée. La première traduction, c'est « seul reste à faire le récit de la route du est ». Vous entendez, mutos, je le prends comme le récit, et je vais le montrer dans un instant, comme le récit, non pas mutos, mythe, car ce n'est pas cela que ça veut dire d'abord, mais mutos, récit comme l'Odyssée. C'est l'Odyssée du est qui arrive à être l'étang qu'on voit. Et l'autre manière de le traduire, c'est beaucoup plus hiératique,
beaucoup plus heideggerien, si vous voulez. Seul demeure le mot du chemin est. Deux choses. La première, c'est le trafic de la lettre. Vous voyez bien que tout ça, c'est du bouger et du construit, et non pas de l'origine, du fixe, de l'éternellement donné. C'est du construit. Très intelligemment construit tout ça, mais du construit. Du même philologiquement construit. Et je vais essayer d'expliciter très brièvement pourquoi, moi, lorsque j'ai traduit, j'ai plutôt choisi la première traduction. Seul reste à faire le récit de la route du est. Il faut savoir, et ça vaut pour l'équivalent de la tablette, qui est un texte grec, si vous voulez. Il faut savoir que tout texte grec est un palimpseste. Tout texte peut-être, mais alors à coup sûr un texte grec. C'est un palimpseste. Et c'est même, je dirais, y compris jusque chez les plus grands philosophes, Platon et Aristote, un palimpseste d'Homère, c'est-à-dire qu'il y a toujours Homère dessous. C'est Homère qu'on entend. Et c'est par rapport à Homère qu'on se situe. Même pour dire qu'on ne veut pas de poète dans la cité, comme fait Platon. J'ai choisi cette phrase de Schleiermacher, car il explique ce que c'est que le palimpseste, c'est-à-dire, au fond, une non-citation, pas une citation comme nous en avons l'habitude, avec des guillemets, tant qu'il n'y avait pas encore d'imprimeur Guillaume pour mettre les guillemets. Donc, une citation, vous voyez, c'est une chose qui se cache. Parce que de nos jours, tout est fait pour les yeux du lecteur, nous sommes particulièrement habitués à nous servir de moyens de connaissance grossiers, de sorte que là où ceux-ci font défaut, principalement chez les anciens, nous ne sommes que trop certains de passer par-dessus. La main et son index doivent se trouver quelque part. Souvent, une seule particule est une indication de citation cachée. Mais on doit d'abord s'être transposé dans la même sphère que celui qui discourt. C'est ça, la difficulté, n'est-ce pas? Alors j'ai choisi de choisir le récit de la route du est parce que j'entends Homère sous Parménide. Et je vous le prouve au moment où, dans le fragment qui est en train de s'ouvrir, au fragment 8, on arrive à toon, l'étang, alors que jamais toon, l'article, le, ce, et on, le participe présent, et on, jamais ça n'était apparu comme ça dans le poème. Donc, on arrive à cela que j'appelais le sujet. On est passé du verbe est au sujet l'étang, l'être, si vous voulez. Mais c'est un participe présent. Donc, au moment où on passe à cela qui est essentiel, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a... Je vais juste remettre l'image parce qu'elle ne s'affiche plus. Ah bon? J'ai jusqu'à quelle heure? C'est 16h. J'ai jusqu'à 5h30? 16h, je crois. Ah, C'est bon. Je sais pas. Donc, voyez, le rapport au palimpseste, vous l'entendez le texte dessous. Le texte de Parménide dit « Immobile dans les limites de larges liens, puisque naissance et perte errent au loin, et planctesan, les planctes, et planctesan, c'est le verbe qui dit l'errance d'Ulysse. Hein. C'est ainsi qu'il reste planté là au sol. Planté, c'est toéon, hein, l'étang. Là, il décrit toéon. Immobile dans les limites de larges liens, puisque naissance et perte errent au loin, c'est ainsi qu'il reste planté là au sol,
car la nécessité puissante le tient dans les liens de la limite, qui l'enclôt tout autour. C'est pourquoi il est de règle que l'étang ne soit pas dépourvu de fin. Eh bien, ce que j'entends dessous, mais ce n'est pas moi qui l'entends, ça s'entend, c'est la manière dont Homère, qui vous savez n'existe probablement pas, comme Homère, dont l'ensemble de ceux qui ont écrit l'Iliade et l'Odyssée, ont décrit Ulysse passant au large des sirènes. Au moment où l'étang devient identique à lui-même, to éon, identifié, nommé, Ulysse, lui, passe au large des sirènes. Il est passé au large des sirènes avec les mêmes mots. Liez-moi dans un... Vous savez, il est accroché à son mât et il a demandé aux rameurs, à ses compagnons, de le lier et de le lier encore plus fort si jamais il voulait sauter à l'eau pour aller voir les sirènes qui chantent « Viens ici, Ulysse, t'en vanter, honneur de l'Achaïe » et qui ne disent pas grand-chose, sauf qu'ils l'appellent Ulysse. Il le nomme, elle le nomme. Donc, voilà ce que Ulysse, voilà ce que Homère dit qu'Ulysse dit. « Liez-moi dans un lien douloureux pour que je reste planté là au sol, droit sur l'emplanture, et que je sois maintenu en des limites qui partent d'elle. Mais si je vous supplie et vous ordonne de délier, alors vous, serrez dans des liens plus nombreux. » Vous savez, j'ai surligné les mots les plus caractéristiques. C'est quand même pas évident que toéon, l'étang, la sphère de l'être, soit planté là au sol, empédon oti menei. Et ça ne fonctionne que si on entend dessous la manière dont Ulysse, les pieds fixés dans son navire, droit sur l'emplanture, est planté là au sol, dans des limites qui l'enserrent, des liens nombreux, la nécessité puissante. Vous voyez, on entend un texte sous un autre. Lire, c'est cela. Lire un texte grec, c'est le stabiliser, l'éditer, si vous voulez, mais entendre ce qu'il y a sous lui. Et Nietzsche avait la grande oreille pour cela. Nietzsche est celui qui a entendu tous les textes sous les textes et qui a beaucoup travaillé justement sur la doxographie et sur la citation. Donc voilà la raison pour laquelle moi, quand j'ai traduit, j'ai choisi de traduire, comment dire, homériquement. Il faut que vous sachiez, mais vous savez sûrement que Homère, que Parménide écrit en hexamètre dactylique, c'est-à-dire comme l'épopée homérique. C'est là, c'est toute cette conjonction entre poésie et philosophie qui est présente ici. L'étang, voilà qu'il est, les pieds, voilà qu'il est solidement planté dans le sol, lié. Ça, c'est l'une des traductions possibles, mais l'autre n'est pas mauvaise, elle est même très bonne. Celle qui dit « Seul demeure le mot du chemin est ». J'ai essayé de la faire un peu plus solennelle, un peu plus heideggerienne, justement, pour qu'on entende qu'il y a aussi cette dimension-là dans le poème de Parménide. Et comment ? J'ai choisi la dimension homérique parce qu'on ne l'entend pas d'habitude, pour qu'on l'entende. Mais la dimension, disons, sacralisée, la dimension du texte d'origine, seul demeure le mot du chemin est, ça, on a l'habitude de l'entendre. Donc voilà, il y a plus d'une bonne traduction parce qu'il y a plus d'une bonne interprétation et que les interprétations sont liées à l'ensemble des sens qu'il y a dans un mot et qu'il y a dans une phrase et que c'est juste de les entendre toutes, tous,
Pour moi, interpréter, c'est d'abord comprendre tout ce qu'il y a sous un texte et du coup l'entendre le plus diffractément, si j'ose dire, possible. L'entendre dans toutes ses dimensions. C'est pourquoi traduire pour moi, et je reviens à la première phrase, il faut ne pas comprendre, s'arrêter au fait de la non-compréhension. Traduire implique qu'on ne comprenne pas trop vite, et peut-être qu'on ne comprenne pas, qu'on ne traduise pas bien, qu'on n'arrive pas à traduire, parce que deux langues ne sont jamais superposables. Et du coup, je vous parlais tout à l'heure, un instant, des glossaires de l'administration française, mais je voudrais vous parler là du dictionnaire des intraduisibles, c'est-à-dire de la manière dont il s'est agi pendant 15 ans, avec 150 personnes, de réfléchir à la différence des langues et d'essayer d'en donner des symptômes intéressants pour la philosophie. Tous ces symptômes tiennent au fait qu'aucune langue n'est superposable complètement à une autre. Et tiennent au fait qu'au fond, il n'y a pas de caractéristiques universelles, c'est-à-dire qu'elles ne se réduisent pas à un calcul mathématique identique. C'est ce que Leibniz voulait faire, et puis Frege. Donc, Leibniz avait comme rêve une caractéristique universelle telle que les philosophes, au lieu de se disputer, s'assieraient à une table et diraient « calculons ». Il s'agissait de réduire chaque idée à des atomes d'idées, à des identiques, à des chiffres, pouvoir chiffrer nos pensées et les chiffrer aussi universellement qu'on chiffre en mathématiques. Eh bien non. La langue, non. Les langues, non. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche comme différentiel. Et c'est ce que j'ai choisi de vous montrer à travers une phrase de Humboldt dans l'introduction à l'Agamemnon, où il parle d'ailleurs d'intraduisible. Il dit l'Agamemnon est intraduisible. Oui, ben, il le traduit. C'est-à-dire qu'intraduisible ne veut pas dire ce qu'on ne traduit pas. Il veut dire plutôt quelque chose comme ce qu'on ne cesse pas de ne pas traduire. Bon. Alors, aucun mot d'aucune langue, aucun mot d'une langue n'équivaut parfaitement à aucun mot d'une autre langue. Des langues différentes sont à cet égard comme autant de synonymes. Chacune exprime le concept avec une différence, avec telle ou telle connotation, un degré plus haut, plus profond sur l'échelle des sentiments. Une telle synonymie des langues principales, et même limiter ce qui serait précisément très appréciable au grec, au latin, à l'allemand, n'a encore jamais été tentée, bien qu'on en trouve des fragments chez beaucoup d'écrivains. Pourtant, traitée avec esprit, elle deviendrait un ouvrage des plus séduisants. Vous voyez, c'est sous cette phrase que nous nous sommes placés pour faire le dictionnaire des intraduisibles. Un mot est si peu le signe d'un concept, que le concept ne peut même pas naître sans lui, ni être fixé. J'adore la phrase qui suit. L'action indéterminée de la force de pensée se condense dans un mot comme de légers nuages apparaissent dans un ciel pur. C'est alors un être individuel, d'un caractère et d'une figure déterminée, d'une force agissante sur l'esprit et capable de se transplanter. Autrement dit, aucune langue n'est semblable, identique à une autre. Et aucun mot, pour dire une chose, n'est semblable à un autre. Quand je vous dis bonjour, je ne vous dis pas salam ou shalom, je ne vous souhaite pas la paix. Et si j'étais grec, je vous dirais kairé, et grec ancien, et je vous souhaiterais de vous réjouir, de jouir. Et si j'étais latine, romaine, je vous dirais valet, porte-toi bien. Eh bien, ça n'a rien à voir. Bon, et pourtant, c'est bien entendu de la même chose qu'il s'agit. Mais ça n'a rien à voir. Donc, c'est cela, l'extraordinaire variété des langues, et c'est là-dessus que se fondent la difficulté, l'énergie et la génialité de la traduction. Je voudrais lire avec vous cette phrase de Lacan, qui pour moi est un grand... Bon, cette phrase est une vraie boussole. Une langue, entre autres, n'est rien de plus que l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé persister. C'est de l'intégrale des équivoques, au fond, qu'il s'agit
qu'il devrait pouvoir s'agir dans un dictionnaire comme celui des intraduisibles, qui est par ailleurs traduit, c'est-à-dire réinventé dans d'autres langues, une dizaine. Et vous voyez bien que là, nous sommes dans la traduction comme l'un des beaux-arts, en fait. Déjà, à mon avis, nous étions dans la philologie, dans la construction du fragment, dans la lecture, dans l'interprétation, là aussi, dans quelque chose comme l'un des beaux-arts. Je me permets de vous lire cette phrase de Francis Ponge, qui est au fond un idéal. Chaque mot a beaucoup d'habitude et de puissance. Il faudrait chaque fois les ménager, les employer toutes. Ce serait le comble de la propriété dans les termes. Il faudrait dans la phrase les mots composés à de telles places que la phrase ait un sens pour chacun des sens de chacun de ces termes. Ce serait le comble de la profondeur logique dans la phrase et vraiment la vie par la multiplicité infinie et la nécessité des rapports. C'est-à-dire que ce serait le comble du plaisir de la lecture pour un métaphysicien. Et la cuisinière, à sa façon, la pourrait trouver agréable ou comprendre. La règle de plaire serait ainsi autant que possible obéie, ou le désir de plaire satisfait. Voilà, c'est du côté de cette intégrale des équivoques que j'aurais envie de chercher pour réfléchir et œuvrer à ce qu'est la traduction. Alors, je vais conclure avec un grand écart, justement. Je vais conclure avec des réflexions tout à fait à l'emporte-pièce et qui méritent beaucoup d'amendements. Je vais conclure en évoquant ce qui pourrait faire qu'une machine intelligente ait du mal à arriver à être aussi folle, aussi trouée qu'un savoir humain. Et que c'est pour ça que ça va lui manquer. J'ai fait plusieurs expériences de traduction automatique et j'ai commencé, il y a plus de 15 ans, à faire un livre sur Google, à partir duquel j'avais expérimenté Google Translate. Par exemple, j'avais mis la phrase « Et Dieu créa l'homme à son image ». Je l'avais traduite en allemand, puis j'avais traduit de l'allemand au français, puis du français à l'allemand, puis de l'allemand au français, jusqu'à ce que ce soit stable, jusqu'à ce qu'on retrouve la même traduction. Et j'avais obtenu, en français, « Et l'homme créa Dieu à son image ». Parfait. Parfait, ce qui voulait dire que Google avait du mal à gérer la place des mots et la syntaxe. Bon, vous pouvez essayer maintenant, c'est plus du tout le cas. Ça marche très bien. Cette phrase est parfaitement bien traduite. Et quand j'avais fait la même chose pour l'anglais, c'est assez intéressant pour la différence entre l'anglais et l'allemand. J'avais trouvé à la fin « Et Dieu créa l'homme avec son image ». C'est assez joli. Bon, donc maintenant, nous avons affaire avec deep learning, avec le deep learning, à des machines incroyablement performantes. Je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais DeepL, en tout cas pour le français, le rapport entre le français et l'anglais, sans doute pas pour le français et le chinois, mais pour le rapport entre le français et l'anglais, ça marche incroyablement bien. J'en ai fait moi-même l'expérience quand j'avais une conférence urgente à faire, aux États-Unis, et que voilà, j'ai pris un bout de mon texte et je l'ai fait traduire, c'était parfait, je me suis dit « je ne sais plus écrire ». Oui, évidemment, si c'est bien traduit, c'est que je ne savais pas écrire. Je n'ai pas profité de la langue française, vraiment. Je n'ai pas utilisé tous ces pouvoirs. Je voudrais essayer de réfléchir un tout petit peu plus
avancer un tout petit peu sur les problèmes de la machine. Elle ne connaît que ce qu'on y met, bien entendu. C'est-à-dire qu'elle connaît tout ce qu'il y a sur le net. Tout ce qu'il y a sur le net, ce sont des opinions, et ce sont des opinions au même niveau et en global English, même quand c'est dans différentes langues, parce que c'est l'anglais, et un anglais global, globalisé, qui a, si j'ose dire, fédéré cet ensemble. Bon. La première question est de savoir si, avec une traduction faite avec ce genre de machine, la diversité des langues, celle que j'évoquais avec vous quand je disais bonjour, shalom, ça n'est pas Kairé. Bon, comment on va faire, hein? Comment est-ce que la machine va faire? Comme un traducteur, hein? Elle va choisir, elle va dire bonjour. Bon, mais comment faire pour qu'il reste quelque chose de la diversité? C'est la vraie question. Est-ce que la qualité peut être une propriété émergente de la quantité? C'est le problème que pose le rapport à la machine. Moi, je me suis dit que ce qui serait intéressant, c'est qu'après tout, on veut que nous soyons une humanité augmentée. Moi, je voudrais bien que l'intelligence artificielle soit augmentée. Et qu'elle soit augmentée, non pas simplement qu'elle en engrange plus, mais qu'elle soit augmentée de nos difficultés. Car c'est nos non-comprendre, nos mécompréhensions, nos non-compréhensions, pour revenir à ma phrase de départ, qui sont les plus fortes, les plus intéressantes, et qui disent plus de choses. Donc c'est par là qu'on peut augmenter la machine. On peut l'augmenter en l'alertant. Alors évidemment, la première alerte assez facile à faire, même si c'est long, à algorithmer si j'ose dire, c'est de l'alerter sur les biais. Quand vous passez par Google Translate, vous savez, ou même par DeepL, il y a des biais. Les biais sexistes, les biais raciaux, racistes, tous ces biais-là sont tellement présents, tellement omniprésents dans l'ensemble de ce qu'on brose, que évidemment, ils sont présents dans l'ensemble de ce que mange la machine, si vous voulez, ils sont présents dans ce qu'elle rend. Mais on peut travailler. On travaille là-dessus. On travaille pour que the nurse, ça ne soit pas seulement traduit par l'infirmière, mais que ça puisse aussi être traduit par l'infirmier. Bon, on travaille sur toutes ces... Bon, on travaille sur quoi, en fait? Il faut travailler sur les biais, ça c'est clair. Mais il faut travailler sur les équivoques. Et ça, je ne suis pas sûre qu'elle soit seulement gérable par le contexte. Bien sûr, on va décider qu'à tel endroit, ce sera tel sens, et la machine le décidera bien. Mais tous les sens qui sont autour, toute cette orbite de sens qui constitue une langue, avec ses équivoques, souvenez-vous de la phrase de Lacan, une langue, entre autres, n'est rien de plus que l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé subsister. Prenons le sens de sens en français. Sens, bon, ça veut dire direction, ça veut dire sensation, et ça veut dire signification. Il y a 3 mots pour dire ça en anglais, d'accord? Et puis, le traducteur automatique, le DeepL, va choisir le bon mot dans la bonne phrase. Mais les autres mots sont encore présents dans le français. Les autres sens de sens sont encore présents. Et ça, comment faire quand on change de langue? Bon. Donc, si vous voulez, mon rêve, pour le dire très bêtement, ça serait qu'on augmente l'intelligence artificielle, celle des traducteurs automatiques aussi, avec nos difficultés, nos non-compréhensions, et en particulier, tout simplement, pour les machines traductives, avec les intraduisibles, qu'il y ait une sorte de wiki des intraduisibles qui viennent nourrir, qui viennent signaler que l'homme soit lanceur d'alerte pour la machine. Ah, ça serait un rôle non négligeable et, à mon avis, assez
assez fort. Je conclus en disant que Google lui-même semble intéressé par ce genre de problématique. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte, quand on parle à ChatGPT, quand on parle avec les machines, ce genre de machines, qu'elles sont limitées, bon, non seulement parce qu'elles n'ont que ce qu'on met dedans, et que ce qu'on met dedans, c'est toutes les opinions du monde. Bon, mais on se rend bien compte que peut-être ce qui leur manque, et Google s'en rend compte, il leur manque quelque chose comme un inconscient machinique. Et assez étrangement, c'est la demande qui commence à être faite. C'est-à-dire, justement, un savoir troué. Un savoir troué, un savoir des manques, un savoir des problèmes, un savoir de ce qui ne marche pas. Alors, je renvoie à un livre que je viens de lire, d'ailleurs pour l'Académie française, parce que ça faisait partie des livres qui étaient susceptibles d'avoir un prix, qui sont susceptibles d'avoir un prix, qui s'appelle LQI, notre langue quotidienne informatisée. Vous entendez dans LQI, Lingua LTI, Lingua Tertii Imperii, la langue du Troisième Reich, c'est-à-dire le rapport à Klemperer, à ce linguiste philologue allemand, juif, enfermé dans une maison des Juifs et qui a survécu et qui observait la lente infusion du nazisme dans la langue allemande. Et LQI observe la lente infusion du langage machine dans notre manière de parler et de penser. Le codage pour langage machine impose un sens unique, sans signification équivoque, sans métaphore. C'est un codage qui fait barrage au second degré, qui empêche les mots d'esprit. Vous entendez déjà, sans doute, que Yann Diener est aussi psychiatre et psychanalyste. Il travaille à Sainte-Anne. Pour que les intelligences artificielles commencent vraiment à dialoguer avec les humains, il faudrait qu'elles accèdent à un savoir troué, qu'elles ne soient pas seulement paranoïaques, mais aussi névrosées, inhibées, empêchées, comme un enfant qui hésite à apprendre à lire, ou un adulte qui ne veut pas trop en savoir sur le monde. Voilà, augmenter l'intelligence artificielle de nos savoirs troués, de nos manques, de nos difficultés, être lanceur d'alerte des difficultés. Exactement comme un enfant a du mal ou hésite à apprendre à lire. Si on veut apprendre aux algorithmes les métaphores et le second degré, il va falloir sortir de la linguistique mécaniste et rentrer dans une linguistique, disons, de type analytique. Autrement dit, l'idée, c'est que l'herméneutique, y compris celle des langages machines, a beaucoup à apprendre des procédures de l'enfance, et c'est bien cela, un deep learning, mais que par ailleurs, la philologie, elle aussi, a beaucoup à apprendre de ces procédures, c'est une phrase de Schleiermacher, et que peut-être il faut passer à l'idée que la philologie, l'herméneutique, la traduction, c'est véritablement l'un des beaux-arts. Je vous remercie. Je crois qu'il est prévu la possibilité de questions si je n'ai pas été trop longue. Donc, je suis à votre disposition si vous le souhaitez. Oui, vous avez à peu près un quart d'heure pour répondre aux questions s'il y en a, et vous avez un micro à chacun de vos fauteuils.
Et qu'en est-il de toutes les langues primitives qui ont, je pense, un vocabulaire plus limité et une grammaire un peu absente? Je vous entends mal. Vous pouvez recommencer? Je ne vous ai pas entendu le début. J'ai pas entendu le début. Qu'en est-il des langues primitives? C'est-à-dire? C'est-à-dire qui ont un vocabulaire plus limité, etc. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, langue primitive. Primitive pour qui? Enfin, primitive comment? Une langue, ça a une syntaxe, ou quelque chose comme une syntaxe, ça a une sémantique, ou quelque chose comme une sémantique. Et vous savez, peut-être l'approche la plus drôle de ce que pourrait être une langue primitive, c'est Quine et la traduction radicale. Il imagine un ethnologue qui est dans une tribu primitive et il voit passer un lapin et le primitif dit « gavagaï ». Et puis là, l'ethnologue commence à se demander si ça veut dire lapin, lapinité, morceau de lapin, et ça n'est guère primitif, vous voyez. Je ne suis pas sûre qu'une langue puisse être dite primitive. Si il y avait vraiment des langues primitives, peut-être le seraient-elles toutes, et peut-être reviendraient-elles à ce moment-là au même. Oui. J'ai une question, je suis ici, au fond. Est-ce que la philologie travaille de la même façon avec les langues de transmission orale exclusivement? La philologie, telle que je la connais, c'est une philologie des textes, essentiellement. Mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas quelque chose comme, disons, une odyssée, des mythèmes, des mythes, et qu'on ne puisse pas travailler là-dessus de la même manière, c'est-à-dire comparer, réfléchir, et se donner du mal à interpréter pour qu'il y ait plusieurs lectures, plusieurs interprétations, plusieurs traductions, et qu'on puisse en choisir. Je ne vois pas là de différence radicale. Je vois des différences de pratique et je ne saurais pas faire du tout. Au fond, je sais à peine faire avec les textes grecs. Mais je ne vois pas de différence de principe. Oui. Est-ce que je peux poser une question? Je pense aux étudiants. Est-ce que si on leur propose un mot, en fait, quand on leur propose un mot, leur demander ce qu'ils en pensent, surtout quand ils sont multilingues. Par exemple, le mot « beau » est un concept qui pour nous a un sens, et un sens tout à fait différent pour d'autres personnes qui ont des mots tout à fait différents, voire pas de mots. Pas de mots. Il y a des langues qui n'ont pas le mot, la traduction « beau ». Ils ont un concept de beau, mais pas la même chose. Donc c'est très difficile de traduire. Qu'est-ce que ça veut dire, un concept sans mots? Un concept de beau, c'est pour nous ce qui est beau, on pense que c'est quelque chose d'esthétique, si on veut le résumer de façon très simpliste. Mais il y a des langues qui auraient le concept sans avoir le mot? Évidemment, pas le mot beau, mais un mot qui dirait le concept? Par exemple, alors je prends vraiment un exemple parce que c'est de l'anthropologie chez les Lélés dans le bassin du Congo, ils n'ont pas de mots. Ils disent mboué. Mboué, ça veut dire beau, mais beau, ça peut être c'est bien. Ce qui est bien, c'est une belle peau, c'est de la bonne nourriture, c'est un beau. Quand il pleut, c'est beau parce qu'il faisait sec. Oui, je comprends. Mais alors, votre question porte sur quoi exactement? De proposer, quand un mot nous paraît simple, pour nous il est simple, le mot beau, entre guillemets. Mais il n'est pas si simple que ça. Non, il n'a
jamais paru simple. Hein. Si vous prenez est beau ce qui plaît universellement sans concept, qui est la définition peut-être la plus exacte de beau par Kant, ça n'a rien de simple. Mais vous voyez, je ne crois pas que... Alors, il me semble qu'il y a beaucoup de questions sur votre question. Je voudrais faire part d'une expérience. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des nouveaux arrivants, des enfants, dans les classes de UPE2A, qu'on appelle maintenant les classes du PE2A, je ne sais même plus ce que ça veut dire, mais c'était les classes d'accueil. Et là, j'ai demandé quel est le mot de votre langue maternelle qui vous manque le plus, et quel est le mot du français qui vous paraît le plus étrange. Vous voyez bien à quel point nous sommes sur la même longueur d'onde. Je pense que il y a des mots qui ne disent pas, il y a des mots qui ne disent pas la même chose, où il y a des absences entre les langues. Ça me paraît clair. Et il y a des accents et des absences, par exemple. Nous avons réalisé avec ces enfants, et avec aussi leurs parents, une simèse de mots qui manquent. Et alors, il y en avait beaucoup de très simples et qu'on peut prévoir, c'est-à-dire des mots de parenté. En français, c'est assez compliqué de désigner la tante de l'oncle du frère. Bon, quelquefois, c'est juste un mot. Hein. Mais, d'accord. Mais ce qu'il y avait de plus prégnant, et ça je m'en souviens comme d'un émerveillement, c'est une femme qui nous a répondu ah ben voilà, moi, voilà ce mot-là, c'était un terme arabe, et elle m'a dit, ça veut dire, je l'aime à vouloir mourir avant lui. Quand voulez-vous que je dise ça, hein, en français? Bon. Donc, bien sûr, vous êtes là, vous pointez là la différence des langues, la diversité des langues, et je ne peux qu'être d'accord.